On enchaîne avec Pierre Bourgoin, qui est anesthésiste et réanimateur pédiatrique à Nantes, et qui va nous parler de la NIRS. Voilà, donc bon, merci. Donc moi je suis Pierre Bourgoin, c'est écrit là. Hop. Alors, je suis anesthésiste réanimateur de formation et maintenant beaucoup réanimateur pédiatre. Alors je ne m'occupe pas du tout de préma. Et je suis dans la CEC, les assistances circulatoires, le neuromonitoring essentiellement. Et je suis en thèse, donc c'est pour ça que j'ai des liens un petit peu avec le Medtronic, puisque mon sujet de thèse utilise la NIRS et des logiciels de recherche. Et c'est mon conflit d'intérêt, puisque j'ai eu du coup un soutien de Medtronic pour l'achat de logiciels de recherche. Donc je vais vous parler du NIRS chez le nouveau-né. S'il y a le temps, je peux faire une petite digression de quelques diapos pour parler des mesures de map optimale chez le nouveau-né à partir du NIRS, s'il y a le temps, ou si tout le monde est sage. Alors. Donc, c'était pas facile parce qu'il y a eu une allocution hier importante, manifestement, sur la NIRS cérébrale du nouveau-né du prématuré, et j'ai pas pu y assister, alors il y aura peut-être des redites. Donc, la NIRS, pour les gens qui sont moins familiers, de quoi parle-t-on? Le principe physique, c'est la loi de Beer-Lambert, qui veut qu'on est capable de mesurer la concentration d'une substance, quelle qu'elle soit, à partir de son degré d'absorption à la lumière. Et donc pour l'hémoglobine et l'hémoglobine oxygénée, la substance en question, c'est situé sur ce sont des photons qui sont situés sur les chromatophores de l'hémoglobine. Et donc en envoyant une source de lumière à une certaine longueur d'onde, on est capable de mesurer l'absorption. Et donc une différence entre ce qui est émis et ce qui est perçu par le capteur au moyen d'une optode. Et donc, vous voyez que dans ce spectre de longueur d'onde, on va mesurer un certain nombre de substances qui sont dans la peau, le tissu sous-cutané, le cerveau si on est sur le cerveau, l'intestin si on a une électrode splanchnique, le rein qui est un peu plus profond, qui est accessible chez le nouveau-né si on met une électrode sur le flanc. Donc voilà un petit peu, ce ne sont pas des électrodes mais techniquement des optodes, c'est-à-dire qu'on émet et on reçoit un signal, d'ailleurs à deux distances différentes et on fait des calculs. Ça c'est toute la technologie industrielle qui a permis le développement de ce monitoring, c'est la qualité justement de ces optodes. Et donc chez le nouveau-né, il existe plusieurs tailles forcément, puisque vous imaginez que l'arc de cercle doit avoir un diamètre ou un rayon plus important si on veut aller un peu plus en profondeur. Et donc, on ne met pas les mêmes électrodes de NIRS chez un nouveau-né que chez un enfant plus grand. D'ailleurs, c'est un problème parce que le prématuré, il n'a pas forcément de taille d'électrode à sa taille. Sur la droite, quelque chose qui est important pour le cerveau, c'est qu'on va explorer un territoire qui est un territoire vasculaire, qui n'est pas strictement la microcirculation, mais qui est un mélange de capillaires veineux et artériels. Et il y a un présupposé très important et qui n'est pas toujours effectivement vérifié, qui est à l'origine d'une variabilité quand même des mesures, notamment dans la recherche. Et ce présupposé, c'est que 75% du territoire vasculaire est veineux et à peu près 25% artériel. Donc c'est très important puisque ce sont des mesures d'oxymétrie. Évidemment, l'hémoglobine oxygénée n'a pas la même valeur que l'hémoglobine désoxygénée. D'accord ? Et donc voilà, et puis un petit rappel, c'est que le cerveau globalement va extraire une grande majorité de l'oxygène qui lui est apporté, que si on a un défaut d'apport d'oxygène, donc qui la plupart du temps est un défaut de débit sanguin cérébral, le cerveau est quand même capable d'extraire un petit peu plus, mais que si le débit sanguin reste, eh bien, irrémédiablement, relativement rapidement, on a une dette en oxygène ou des lésions neuronales hypoxiques assez rapidement. Alors voilà un petit peu pour illustrer très rapidement ce propos et pour vous dire que la NIRS ici cérébrale est linéairement associée au niveau d'oxygène qu'on peut retrouver expérimentalement dans la veine jugulaire, donc dans les veines ou dans la saturation mixée qui revient du cerveau. Alors le NIRS, c'est essentiellement, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, un monitoring hémodynamique.
continue, à la différence de la saturation qui vient d'être présentée, qui focus uniquement sur la composition de l'hémoglobine et le taux d'hémoglobine saturée. Et donc ça nous intéresse puisque globalement on n'a pas beaucoup de monitoring du débit cardiaque ou des débits sanguins cérébrales qui est soit non invasif, puisque chez le nouveau-né ça existe assez peu, ce qui existe beaucoup plus chez l'adulte. Et donc ça c'est une étude, alors et c'est pour ça aussi que je m'intéresse à la question, ces études, le tout début du NIRS, c'est vraiment la chirurgie cardiaque pédiatrique. Ce sont des malades qui ont des hémodynamiques complexes, des suites opératoires avec du bas débit, avec des états de choc cardiogéniques, et assez peu de dispositifs de monitoring qui étaient disponibles en dehors de l'échographie. Et donc, raison pour laquelle beaucoup du champ expérimental et du développement de l'outil est venu du domaine de la chirurgie cardiaque pédiatrique, et dont George Hoffman, qui est un petit peu le contemporain qui a amené beaucoup de choses dans la réa cardiaque pédiatrique. Et donc, il a pu vérifier qu'effectivement, les saturations veineuses jugulaires en oxygène étaient très associées à la délivrance en oxygène, la DO2. Et là, pour le rappel, je vous l'ai mis, ça vient d'une autre diapo, mais rappelez-vous que la délivrance en oxygène, le D, donc delivery, dépend donc du taux d'hémoglobine, évidemment, de la saturation en hémoglobine et un tout petit peu des pressions partielles en oxygène. Raison pour laquelle ça ne sert à rien, effectivement, pour la DO2 de monter la FiO2 à 100%, ça joue très très peu. Votre saturation et dépend aussi de la pompe et du débit avec lequel l'oxygène est transporté. Et donc à partir du moment où votre taux d'hémoglobine est connu et que vos saturations, vous avez mis un capteur d'oxymètre au bout du doigt et que c'est connu, eh bien l'intérêt de la DO2, c'est de dépendre essentiellement du débit cardiaque. Et donc vous voyez probablement où je veux en venir. Toute la question et tout le développement de la technique a été de savoir si les valeurs de NIRS cérébrales ou somatiques étaient associées avec une bonne performance aux valeurs de saturation veineuse jugulaire ou équivalent saturation veineuse mixée, et donc était un bon indicateur de débit cardiaque et était capable de monitorer en continu avec une bonne précision, une bonne rapidité le débit cardiaque. Et effectivement, c'est tout ce qui a été montré, et encore récemment, ici c'est quand même des vieilles études avec des points qui sont faits dans le temps, donc ce n'est pas vraiment des mesures dynamiques, ce sont les études des débuts des années 2000 au début de la technologie. Et effectivement, on était capable de montrer que la NIRS donc, avait une bonne performance pour estimer l'ASVO2, autrement dit le débit cardiaque, chez les patients ici en post-opératoire de chirurgie cardiaque pédiatrique, mais ça a été mis en évidence dans d'autres domaines. Et pour illustrer ça d'une autre manière avec un autre déterminant de la DO2, la transfusion sanguine chez des nouveau-nés qui sont anémiés, et donc vous voyez qu'évidemment, au moment où on transfuse l'enfant, eh bien, on a immédiatement un NIRS qui augmente au fur et à mesure de la délivrance, de l'administration, entre guillemets, d'hémoglobine, avec probablement aussi, éventuellement, chez les malades hypovolémiques, un débit cardiaque qui augmente. Je passe. Donc, l'intérêt de cette technique, et éventuellement, quand on couple plusieurs sites de mesure du NIRS, vous verrez que ce n'est pas forcément si intéressant que ça, mais ça peut être fait, c'est d'avoir un monitoring relativement précoce des variations de DO2 et en particulier de débit cardiaque. J'insiste, mais c'est un truc important. Et donc, effectivement, dans l'évolution d'un malade en état de choc, ici un nouveau-né, eh bien, on va certainement mettre en évidence, et je vous le montrerai juste après, beaucoup plus précocement avec ce type de monitoring, des variations du débit cardiaque, beaucoup plus précocement évidemment qu'une oligurie, qu'une tension basse, qu'une acidose métabolique, qu'une hyperlactacidémie, ou même qu'une vasoconstriction périphérique. Alors, attention, on parle de DO2 et le NIRS qui est le déterminant du débit cardiaque, il y a quand même quelque chose de fondamental et qui va très fréquemment vous perturber chez le malade grave et notamment en néonatologie où vous pouvez avoir l'interaction de difficultés respiratoires et hémodynamiques. Donc,
très fréquemment, il y avait la question de l'HTAP, typiquement, très fréquemment, dans des circonstances d'HTAP néonatal. C'est donc que le NIR cérébral, il est positionné sur le front du bébé, et vous savez, ou vous devez savoir une chose importante, c'est que le débit sanguin cérébral ne dépend certainement pas uniquement du débit cardiaque chez le bébé, mais beaucoup aussi des circonstances ventilatoires, et notamment de la PCO2, qui est le grand déterminant du débit sanguin cérébral. Et donc sur cette expérience chez un cochonnet, Piglet, à qui on va soumettre des épisodes d'hypoventilation ou d'hyperventilation, on va voir qu'on est capable de faire varier à l'occasion d'une hyperventilation, de passer le bébé en bas débit sanguin cérébral, ce qui va se traduire de la même manière par une baisse de la saturation en oxygène sur le plan jugulaire, une augmentation de l'index d'oxygénation. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est la différence RSAO2 et SAO2, et on va mettre effectivement, on est capable de baisser le NIRS cérébral en baissant la capnie. D'accord ? Ce qui est beaucoup moins vrai sur d'autres sites du NIRS, comme le rein par exemple, qui lui n'a pas de dépendance, le débit sanguin rénal n'est pas médié par la PaCO2. Alors, ce qui veut dire que d'associer des électrodes permettent de s'affranchir de ce genre de problématiques, et si on suit le NIRS rénal et que le NIRS rénal baisse, et que l'électrode est bien positionnée, il y a plus de chances qu'on soit capable de mettre en évidence un bas débit cardiaque, d'accord ? Plus que sur un NIRS cérébral seul. Ça, c'était le sujet de la présentation, donc c'est un petit point important. De toute façon, c'est un monitoring, donc en permanence, on est alerté par des chiffres et on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. Et votre raisonnement, il n'est pas basique sur un chiffre qui est élevé, normal ou bas. Il intègre beaucoup de choses. C'est vrai en médecine, c'est encore plus vrai en réanimation, vous savez que les malades bougent. Et ici, il y a un rationnel physiopathologique pour aller raisonner un peu plus loin. Alors, quelques petites diapos pour dire que le NIRS, c'est quand même un très bon surrogate, c'est-à-dire substitut du débit sanguin cérébral blood flow. Donc ça a été mis en évidence très très tôt sur des expériences animales des années 80 dans lesquelles ces expériences sont intéressantes puisqu'on a vraiment des mesures de débit sanguin cérébral avec des sondes laser Doppler posées sur les artères cérébrales. Donc c'est extrêmement précis. Et vous voyez que la relation est très linéaire entre le débit sanguin cérébral et le NIRS. J'ai l'impression d'insister beaucoup, mais depuis ces études un peu anciennes, il faut comprendre qu'elles sont assez peu dynamiques, et donc elles demandent beaucoup de temps. On a des variations quand même assez caricaturales du débit sanguin cérébral qui empêchent finalement d'aller faire de l'analyse du signal à haute densité. Ça, c'est pour les applications de recherche. Mais beaucoup plus récemment, ici, vous avez sur une quinzaine de secondes, on est capable, avec des variations de PAM très rapides, parce que vous savez que le débit sanguin cérébral est autorégulé, que quand votre PAM est basse, à bout d'un moment, vous allez finir par ne plus avoir de circulation et vous allez faire des AVC jonctionnels. À l'inverse, quand la PAM est très élevée, vous pouvez avoir une hyperémie. Et donc, si on fait bouger de manière drastique, expérimentalement, la PAM d'un sujet, ici, c'est pas si énorme, 20 mm de mercure, vous êtes capable très rapidement de mettre en évidence des variations du débit. Et donc, le NIRS marche là-dessus, et ce qui fait qu'il y a des applications de recherche très intéressantes sur les mesures de MAP optimale grâce à la NIRS. Alors, à quel point le débit sanguin cérébral et la NIRS peut être basse. Alors j'aime beaucoup cette étude parce que ça donne un message très important à mon avis. Et le message étant que la NIRS ne renseigne pas sur ce qui s'est passé il y a 2 heures. Donc ici vous avez une expérience toujours chez des petits cochonnets. Donc on n'est pas en train de dire que c'est comme des nouveau-nés, mais enfin ça se rapproche. Et donc les cochonnets ont une ischémie cérébrale qui est provoquée en laboratoire avec des manœuvres sur les carotides. Et la manœuvre, elle est relativement bien standardisée et bien faite, puisqu'on essaye de viser un NIRS cérébral entre 35 et 40%. Et on va voir, en déclampant ou en réversant la manœuvre,
au bout de combien de temps il est délétère d'avoir un NIRS en dessous de tel seuil. Parce que, voilà. Donc, ici, donc vous avez... Les images sont très, très, très moches, très fouillis, je trouve. Mais enfin, il faut imaginer qu'à chaque flèche, vous avez autant de groupes de cochons et on a déclampé. Et donc, ce qui est important, et donc ça, c'est la description de l'expérience. Et vous voyez que, quelle que soit la durée de clampage, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, une fois déclampé, une fois que l'injury finalement est passé, le NIRS revient à la normale. Donc, vous pouvez avoir une hypoxie cérébrale sévère qui dure 2 heures dans une maternité, recevoir votre bébé, mettre des NIRS, avoir des NIRS normaux, et se dire que l'enfant n'a pas un bon devenir ou pas une bonne IRM alors qu'il a des NIRS normaux et s'en étonner n'est pas une bonne chose. Il est évident que le NIRS est un monitoring du débit sanguin cérébral et qu'une fois que le débit est restauré, après la réanimation néonatale, eh bien, le NIRS redevient normal, ce qui ne préjuge en rien du devenir de l'enfant. D'accord ? De la même manière que le NIRS n'est pas un monitoring de l'AVC de petite taille néonatale. Hein ? D'accord. Donc, j'insiste parce que beaucoup de gens vont éventuellement avoir des expériences comme ça décevantes et ne pas utiliser la NIRS pour ce genre de raison, mais ce n'est pas l'objet de la NIRS. Voilà pour l'expérience. Et maintenant, ce qui est plus intéressant dans cette expérience, c'est qu'on est allé pour essayer de déterminer des durées de NIRS qui seraient pathologiques. Alors, chez un cochon, dans un modèle d'hypoxie, donc ce n'est pas du tout superposable à ce qui peut se passer dans l'anoxo-ischémie néonatale, évidemment. Et donc, on est allé regarder la fonction cérébrale, alors ECA microvolts, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des valeurs de G d'amplitude, si on veut faire bref, je n'ai pas forcément bien compris. Et donc, ici, vous avez la représentation, finalement, donc les mêmes groupes avec les mêmes flèches, et vous voyez que plus le délai d'ischémie est prolongé, moins on a tendance à revenir à des valeurs basales. Alors, même chez le groupe contrôle, les valeurs baissent, puisque dans l'expérience, le groupe sham, le groupe contrôle, est anesthésié, et il a effectivement une fonction cérébrale, évidemment, qui baisse un petit peu, une amplitude qui baisse avec l'anesthésie et qui se restaure parfaitement après, tandis qu'en fonction du durée d'ischémie, la fonction cérébrale ne revient pas à la normale. Et donc, dans cette étude, c'est à 2 heures qu'on a des lésions neuronales critiques. Et le tout avec des NIRS parfaitement normalisés après l'épisode ischémique. OK ? Donc, les sites multiples. Alors, en ce qui concerne le débit, l'estimation de la SVO2 ou des débits cardiaques, en dehors du cas particulier des problèmes ventilatoires que je vous ai cités, il n'y a pas un grand intérêt à mixer plusieurs sites. Et il y a eu initialement par Hoffman des formules calculées en fonction de la proportion du sang veineux des membres inférieurs versus du cerveau, des calculs un peu complexes pour estimer effectivement plus précisément la SVO2. Chez le nouveau-né, ce n'est pas très intéressant parce que la tête, débit sanguin cérébral, tête, haut du corps, représente quand même une grande partie du débit sanguin cardiaque, et donc ce n'est pas très intéressant d'ajouter. En chirurgie cardiaque pédiatrique, c'est autre chose, c'est plus intéressant. Notamment on regarde, et on aime bien nous regarder le gradient entre la RSO2 cérébrale et RSO2 somatique, puisqu'on dit classiquement que la circulation cérébrale est préservée, parce qu'effectivement, elle est douée d'autorégulation, donc elle est moins sensible aux variations de pression artérielle. Et donc, ce gradient, il est informatif, et effectivement, dans notre contexte très précis, il est associé, par exemple, au taux de lactate, c'est-à-dire que grâce à ce gradient, c'est-à-dire avant de voir une baisse de la NIRS cérébrale, une baisse des NIRS somatiques va nous informer sur un bas débit possible. Et effectivement, c'est associé à du métabolisme anaérobie, donc du taux de lactate. Il n'y a pas un gros niveau de preuve là-dessus, en tout cas en clinique. Alors pourquoi mettre des NIRS ailleurs si c'est pas pour, si on sort un peu du champ du débit cardiaque, ça peut être pour la perfusion d'organes. Et donc on a 2 grands champs en néonate, le rein, et la perfusion splanchnique, donc la chirurgie digestive néonatale, ou l'ANEC. Là, c'est chez le prématuré, je ne connais pas. Donc, le NIRS rénal, ça se met sur le flanc droit, juste au-dessus de la crête iliaque. On peut, en recherche
le mettre sur échographie, mais enfin en vrai on ne fait pas d'échographie. Vu la taille du capteur, on tombe normalement sur le rein. Il y a des abacs de saturation rénale, de saturation tissulaire rénale normale. Et on utilise beaucoup le NIRS rénal pour prédire, finalement, essayer d'estimer le débit sanguin rénal et prédire donc l'occurrence d'insuffisance rénale aiguë. C'est intéressant. Ici, j'aime beaucoup les figures. J'ai lu ça en préparant le topo. C'est intéressant. Pas excessivement non plus. Vous voyez que les valeurs, les variations de NIRS, alors ici, on utilise le NIRS, mais de manière, pas sur les chiffres bruts, plutôt sur des variations, sur des écarts, sur des déviations aux écarts types du patient lui-même, etc. Donc, c'est pas de l'affichage au lit du patient, c'est du NIRS un peu retravaillé. Mais bon, vous voyez que c'est pas très intéressant tout seul le NIRS, puisque ce qu'il faut comprendre, déjà que c'est pas très bien calibré avec ce qu'on observe, et surtout que vous voyez que ici c'est un schéma que j'avais jamais vu, que je trouve intéressant, c'est-à-dire que au-dessus de 40% de probabilité d'insuffisance rénale dans la cohorte, le NIRS n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc vous voyez, c'est pas parfait. Le modèle clinique fait pas mieux. Donc ici on est toujours dans une population néonatale, mais de chirurgie cardiaque. Donc les paramètres cliniques classiques de l'histoire du malade associés à l'insuffisance rénale ne font pas beaucoup mieux. Par contre, effectivement, quand on associe les deux dans un modèle, ben là, ça devient très intéressant. Et ça nous dit que s'intéresser à la NIRS rénale, probablement, s'intègre assez bien dans une prise en charge globale et pour vérifier que le débit sanguin rénal est bon. Je vous ai passé les diapos d'association débit sanguin rénal et NIRS, parce que je l'avais fait pour le débit sanguin cérébral, mais à peu près la même chose existe avec le rein. Aparté, qui aussi, je trouve, quelque chose d'important. On parle d'un monitoring, et ça a été fait donc avec l'interlocuteur danois, dont je vais me tromper dans son nom, je ne le dis pas, hier. Lui, il est allé au bout d'une démarche sur l'association et l'intérêt d'un monitoring. D'abord, il y a eu des associations avec des valeurs pronostiques, donc ça c'est tout ce que je vais vous mettre dans le topo. Si on veut aller plus loin pour montrer l'intérêt d'un outil, il faut d'abord montrer qu'il a un intérêt dans la prise en charge et qu'il va modifier la prise en charge habituelle de patient. Ça c'est très dur, et ici vous avez une étude qui n'a rien à voir, mais ça c'est une étude, on a montré nous en chirurgie cardiaque qu'en CEC on est capable de jouer sur la DO2, donc avec notre débit de CEC. Et puis, on a vu qu'il y avait des associations pronostiques sur le rein entre la DO2 en cours de CEC et le devenir du nouveau-né après chirurgie cardiaque. Donc, on s'est dit, on va faire une étude, on va cibler une DO2. Puis, en fait, on n'est pas capable de faire de différence dans les groupes, puisque aujourd'hui, il y a un biais de contamination dans les équipes. Il est quasiment impossible de réanimer un malade avec une mauvaise réanimation qui conduit à un mauvais débit sanguin cérébral, rénal ou cérébral d'ailleurs, c'est la même chose. Donc en fait, c'est très dur d'aller très loin sur des études, sur un monitoring, et je pense que c'est pas pour ça que c'est pas intéressant d'avoir un monitoring. Bon, bref, et on va être là-dessus un petit peu. Alors là, on va complètement sortir du niveau de preuve, puisqu'on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus des expériences de groupe qui pourraient faire discuter l'Assemblée, sur le NIRS mis en position splanchnique, et notamment, pour moi, ce que je connais, parce que je ne connais pas bien la NEC, l'ICUN, mais plus la chirurgie digestive. Et donc l'idée, c'est d'avoir des malades assez lourds sur le plan digestif et de vérifier qu'au terme de la réanimation, on est capable de perfuser l'intestin pour avoir un bon devenir digestif. C'est très dur, il y a assez peu de choses à ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste du sujet, peut-être quelqu'un ici saura mieux. Mais il y a quand même eu de l'expérimental. Je pense que l'expérimental dans ce genre de sujet, c'est quand même important. D'abord, c'est des petits cochons, donc c'est des vrais modèles, c'est pas des souris. Et c'est très dur d'avoir des malades reproductibles quand même dans la vraie vie, parce qu'on n'a pas beaucoup aussi. Et donc, ce qui est intéressant, en gros, c'est de montrer que, en fait, dans ce modèle qui va mimer un peu un malade avec des périodes d'ischémie digestive et de la réanimation, eh ben, on est quand même un petit peu capable, avec de la saturation tissulaire splanchnique, de vérifier qu'on n'a pas un bon débit mésentérique à l'occasion de l'une ou l'autre des manœuvres expérimentales, et que ça se voit assez bien avec des saturations splanchniques.
Cette étude, cette partie de l'étude montre exactement ce qu'on est allé voir. En fait, avec des sondes de laser Doppler, on va voir le débit sur la terre mésentérique, donc SMA. Voilà. Et en fait, on va s'apercevoir que quand on administre des médicaments qui vont vasodilater et améliorer le débit splanchnique de manière expérimentale très importante, on ne voit rien sur la fréquence cardiaque, on ne voit rien sur la tension, c'est pas représenté, ni sur les saturations périphériques. Par contre, on est capable finalement de voir des variations sur la NIRS, et je ne vous ai pas mis toutes les diapos, mais dans le sens inverse, dans l'ischémie, on est aussi capable de le voir. Donc ça paraît intéressant. En observation clinique, on a tous des observations comme ça, et on ne sait pas bien quoi en faire. Ici, c'est un patient avec un laparoschisis et qu'on va réintégrer, que ce soit d'emblée ou avec un Schuster. Vous savez que la dernière étape après Schuster, souvent, la fermeture quand même plan par plot du ventre, est éventuellement un peu compliquée. Alors on s'est dit, tout le monde, les anesthésistes, que c'était intéressant de mettre du NIRS, et puis quand même assez régulièrement on voit des NIRS bas, et puis en fait les NIRS baissent. Alors il y a un peu de pipi, c'est trop tôt pour savoir si le patient a un syndrome compartiment abdominal, on ne sait pas bien si ça existe. Et puis finalement le chirurgien va appuyer, va dire bon ça va aller, on va le laisser, et puis on reviendra si ça ne va pas. Et puis ça va en général. Ça se passe bien. Ce qui est bien que ces observations cliniques sur le NIRS splanchnique, c'est bien difficile de savoir quoi en faire. En pratique, nous les anesthésistes, on va s'en servir quand même pour essayer, en association avec le NIRS cérébral, de voir s'il n'y a pas, en dehors des pressions intra-abdominales, des petites choses qu'on peut faire pour améliorer la perfusion splanchnique, en ventilation, fluide, en administration de fluide de volume, des petites choses comme ça qui vont performer, et on va suivre éventuellement l'effet de nos manipulations sur le débit splanchnique. Alors il y a des exemples d'algorithmes basés en anesthésie-réanimation pédiatrique. Moi j'en connais pas vraiment en néonat, et ce serait très intéressant de travailler là-dessus. Et en gros, ces algorithmes, ils reprennent tous finalement les déterminants de la formule de l'équation de la DO2. Et donc, soit on cherche finalement une baisse d'oxygène delivery, soit on cherche une augmentation de la consommation en oxygène, et à l'inverse pour les NIRS qui sont augmentés. Oui. Donc, c'est des algorithmes qui sont assez simples dans le bon sens. L'intérêt de ces algorithmes, c'est un petit peu de penser à tout. Quand on est au bloc, si on n'est pas sûr de notre taux d'hémoglobine, on va faire un taux d'hémoglobine au bout du doigt. Si sur le NIRS cérébral, on n'est pas bien sûr de nos conditions de ventilation, on va faire un gaz du sang, etc. etc. Ça, c'est un algorithme adulte, et je l'ai mis non pas pour le chiffre de maths, mais pour rappeler que quand même un des premiers déterminants du NIRS cérébral, c'est la PAM, et que la PAM, il y a une autorégulation cérébrale, mais on sait que dans les circonstances, par exemple, de l'anoxoischémie néonatale ou l'anesthésie générale pour ce qui nous concerne, l'autorégulation cérébrale peut être très perturbée, ce qui fait que le débit sanguin cérébral va à ce moment-là dépendre notablement, voire linéairement, du niveau de MAP. Voilà, ça c'est l'algorithme initial adulte Merkin, qui est la première équipe à avoir travaillé sur le NIRS en situation clinique. C'est en chirurgie cardiaque, donc on vérifie la position des canules, etc. Et puis en premier encore, la tension artérielle, puis la SAT, puis la PaCO2, l'hémoglobine, le débit cardiaque si on peut avoir d'autres manières, et finalement les circonstances d'hyper-extraction d'oxygène par le cerveau qui sont finalement assez rares chez le patient sédaté. Alors, je ne sais pas si j'ai 2 minutes. Oui ou pas? Donc je change un peu de sujet. On ne va plus du tout s'intéresser aux valeurs brutes de NIRS, mais on va s'intéresser à la NIRS comme estimation du débit sanguin cérébral. Et on part de la diapo que je vous ai montré que le NIRS est capable, à haute fréquence, à haute intensité de débit d'information, d'estimer le débit sanguin cérébral. Donc, le débit sanguin cérébral, je pense qu'on en a assez parlé, est autorégulé, c'est-à-dire que chez un individu normal, vous pouvez vous retrouver d'une minute à l'autre à 50 de tension ou à 150 si vous avez oublié de prendre votre enalapril au petit déjeuner pour les plus vieux d'entre nous. Eh bien, vous n'allez pas pour autant faire un AVC hémorragique ou perdre connaissance.
Mais cette vision qui est la courbe de Lassonde, théorique, ancienne, et qui est une vision statique, c'est-à-dire qu'on a fait des mesures à une tension puis une autre, elle est remise en cause largement par les mesures dynamiques, qui est la théorie qu'on applique ici, et qui dit qu'en fonction du niveau de PAM, non seulement le débit sanguin cérébral varie, mais aussi la taille du plateau et la qualité de l'autorégulation cérébrale finalement. Donc l'idée, c'est d'utiliser une mesure de débit sanguin cérébral et une pression invasive pour avoir un index d'oxygénation qu'on appelle le COX. Et il va manquer une diapo ici importante, je suis désolé. Et l'idée de ce COX, c'est qu'un index de corrélation entre débit sanguin cérébral et MAP, si l'index est proche de 0, il n'y a pas de corrélation, donc ça veut dire qu'on a une autorégulation préservée. Ça va? C'est un index de corrélation R de Spearman pour ceux qui s'intéressent à ça. Et si l'index est proche de 1, c'est que les deux valeurs PAM et débit sont très corrélées l'une à l'autre, donc on n'a pas d'autorégulation cérébrale. Bon, pardon, là il y a une petite ellipse qui est un peu dommageable. Donc en pratique, on mesure en continu de la MAP, un IRS, ici le gauche et le droite, et donc on a en continu une mesure de COX. Donc, de ça, on ne fait absolument rien, évidemment, mais c'est ce que j'ai sur l'écran quand on fait. Donc ici, bon, c'est à l'occasion d'une CEC, mais on peut l'avoir, et je vais vous montrer, dans l'anoxo-ischémie néonatale. Et donc, on va pouler toutes ces normes de COX en fonction d'intervalles de pression, et on va pouvoir se dire, éventuellement, tiens, quand j'ai une pression, une MAP à 30, j'ai des COX plutôt élevés, je n'ai pas d'autorégulation cérébrale. Tandis que quand j'ai des MAP à 42 mm de mercure, j'ai plutôt une bonne qualité d'autorégulation cérébrale. Et sur ce principe, qui est un principe qui n'est pas dogmatique, mais enfin qui vient d'une expérience de recherche, notamment de Cambridge, eh bien, on va déterminer une MAP optimale ici qui est au nadir de la courbe et des limites d'autorégulation. Donc, à partir de cette mesure de NIRS, on va être capable de déterminer un range de pression optimale. On est dans la recherche, hein, attention. Il y a quand même des niveaux de preuve très intéressants de ça dans le traumatisme crânien adulte. Et c'est à partir de ce niveau de preuve dans le traumatisme crânien adulte qu'on a essayé, là pour l'instant sur le plan expérimental, de mettre ça chez le bébé. Donc une limite inférieure et supérieure d'autorégulation. Alors ça, c'est une diapo qui ne vous est pas destinée, c'est pour d'autres choses. Mais enfin, vous savez que chez le bébé à terme, on a des problèmes de débit sanguin cérébral, que la barrière est immature et que donc on essaye de réanimer le bébé avec un bon débit sanguin cérébral. Ça vous paraît évident. Et donc, il y a deux études pour l'instant, et puis nous, on en ajoutera, j'espère, bientôt, sur l'autorégulation cérébrale et les lésions cérébrales chez le bébé. Et ici, ce n'est pas très lisible. Je vais aller directement à la suivante. Une étude qui, sur un petit effectif, a déterminé effectivement des mesures de MAP optimale sur des nouveau-nés ayant souffert d'anoxo-ischémie néonatale. Et donc, vous voyez que le COX, finalement, on a la même représentation graphique que tout à l'heure, hein, avec ici une MAP optimale qui se retrouve vers 45-50 mm de mercure chez un patient. On a fait des IRM à tous ces patients et on est capable de voir, dans une étude pilote, hein, attention, que finalement, chez les malades qui n'avaient pas de lésion à l'IRM cérébrale, on avait finalement très peu de patients qui très peu de temps passé en dehors des limites d'autorégulation cérébrale, tandis que les patients qui ont des lésions à l'IRM cérébrale passent l'immense majorité de leur temps en dehors des limites d'autorégulation cérébrale qui sont déterminées de façon individuelle. Donc c'est une approche, une ouverture vers un monitoring individuel du débit sanguin cérébral et des MAP optimales. C'est l'objet, moi, de ma thèse. Je fais ça pendant la CEC néonatale et puis avec des IRM post-opératoires pour voir si on est capable de mettre en évidence des niveaux de MAP individuels pendant l'intervention et après la chirurgie cardiaque. Et on l'a fait aussi avec un de mes collègues, on le fait aussi sous ECMO néonatal, avec une première étude qui était très intéressante et une deuxième sur 120 patients en France qui est en cours d'analyse.
Voilà, pour aller plus loin, je vous ai mis des articles que je trouve très bien résumer le propos. Sachez qu'à l'ESNIC, hein, donc la société de Réaped, il y a un groupe d'intérêt pour le NIRS, qui est un groupe actif avec qui on est en lien et qui édite un certain nombre de papiers intéressants. Les autres sont aussi intéressants. Ça, c'est plutôt sur mon sujet. Et puis un bel article aussi de revue dans le BJA, British Journal of Anesthesia, qui est une référence pour nous et qui montre un bel article. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non. Bah, écoute, en tout cas... Il y avait une question. Non? Bah, après, il n'y a pas d'autres questions. Bah, il y a 14h30 après. Non, mais merci beaucoup pour cette présentation. J'ai beaucoup aimé la fin parce que moi, j'étais pas là tout au début non plus, c'est pour ça. Moi, je suis honnête. La fin, c'est cette diapo-là ou c'est Non, mais j'avais la notion, justement, en ayant beaucoup lu les papiers qu'il y avait il y a 5 ou 10 ans, qui avaient comme facteur pronostic de l'encéphalopathie anoxo-ischémique une variation beaucoup plus importante de NIRS qui témoignait en fait de la perte de la régulation de débit sanguin cérébral. Et donc j'étais très intéressé par l'approche à la fin, là, qui du coup est d'individualiser finalement le même concept en regardant la corrélation entre les deux. Et ma question, c'est juste, est-ce que, du coup, sans faire la corrélation, est-ce que ça reste encore vrai que des variations importantes de NIRS cérébral témoignent indirectement de... En fait, non, c'est pas tellement exact. Alors, premièrement, ce que j'ai montré au début, du coup, c'est que une ischémie néonatale, une fois qu'elle est passée, que le bébé est réanimé, déjà, le NIRS, il est normalisé. Donc, dans la réanimation, ça ne va pas beaucoup nous intéresser. Un bébé qui a... Alors, je ne sais pas si j'ai vu des bébés, mais enfin, un enfant en mort encéphalique, on peut avoir un débit sanguin conservé et avoir 88 de NIRS tout le temps de sa réanimation et avoir un prélèvement d'organes. Donc les valeurs brutes de NIRS ne sont pas tellement importantes. Et les variations, alors on aurait pu se dire, et ça a été fait, d'ailleurs ça a été repris dans les RFE à DARPEF d'anesthésie pédiatrique récente, et moi ça m'a fait un petit peu réfléchir, je n'étais pas trop d'accord avec ça, c'est qu'effectivement, avoir une valeur de MAP qui donne un bon NIRS comme ça macroscopiquement, quoi, en fait. En fait, ce n'est pas de cette manière qu'on fait des mesures de MAPOP. On est vraiment obligé de passer sur des fréquences et des frequency domains, enfin des fréquences vraiment particulières qui se situent, qui sont finalement le fruit du ventilateur, tout un tas de paramètres qui vont jouer. Et c'est vraiment ces variations-là qu'on analyse, nous, pour faire l'index de corrélation, et pas du tout des événements macroscopiques. On faisait ça dans le traumatisme crânien avant, pour déterminer qu'un malade avait une perte d'autorégulation cérébrale et qui était un facteur pronostic. On faisait un petit shoot de noradrénaline chez un malade. Donc, paf, on faisait varier la PPC, la pression de perfusion cérébrale, et on voyait la pique qui montait. Donc, la pique est aussi un bon estimateur de débit sanguin cérébral. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que sont faites les études chez Alus. Et donc, on fait un petit shoot, et pouf, si on voyait que c'était lié avec la pique, ou le débit sanguin cérébral, donc comme là le NIRS, on voyait que c'était... donc en fait, ça, c'est dangereux, et puis c'est largement mis en défaut, en fait, largement mis en défaut, quoi. Donc c'est statique, on va dire. Là, on analyse vraiment ce qu'il y a derrière le signal, ce qu'on ne voit pas sur les écrans, quoi. Voilà. On nous a fait ça, donc C'est terminé, merci beaucoup.